Et bonjour, bonsoir. Salut à tous. Je suis Falsiparum. Et moi, Bloody Nurse. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'épisode consacré au crime de Marcel Petiot, alias Dr Satan, l'épisode 2 de la saison 1 de Medicine City, le podcast de True Crime médical francophone. Nous avons, au cours de la première partie, que je vous invite à aller écouter si vous ne l'avez pas écouté, traité des crimes, de la découverte du charnier de Marcel Petiot. Et vous n'allez pas être déçus. Au 21 rue Le Sieur, un après-midi de mars 1944, à Paris, sous l'occupation. Et nous avons pu retracer le parcours criminel, les différents constats qui ont été faits et un certain nombre de points de cette histoire, faut le dire, assez rocambolesque, oui, avec un parcours criminel qui commence très 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 tôt, à 11 ans, et qui est émaillé de énormément d'étapes, en particulier psychiatriques, puisque dès l'âge de 17 ans, il est reconnu comme incapable, irresponsable, mais que malgré tout, il continuera sa vie et son œuvre des années durant, et en développant en parallèle des capacités d'escroquerie, de mensonge, d'usurpation, de vol, et plus tard de crime, et qui l'amèneront à commettre cette folie irréparable qui a été vue donc cet après-midi de mars 1944. Et cette folie responsable. On va le voir, parce que au moment où on en est arrivé, et ce qu'on doit traiter maintenant, c'est l'enquête, puisque je vous rappelle que nous en sommes arrivés à la découverte. Le concierge de la maison voisine qui appelle les policiers, qui eux-mêmes constatent qu'il y a effectivement une fumée noire particulièrement nauséabonde qui imprègne le quartier, et qui se posent des questions sur cette fumée. Les policiers arrivés sur place préviennent les pompiers qui inspectent la maison, et ils découvrent le cadavre. Très vite, on sait que cet appartement, ce hôtel particulier plutôt, appartient à un certain Marcel Petiot, médecin de son état, qui n'est pas là actuellement, et que ce Marcel Petiot a une autre adresse en ville, en l'occurrence dans le 9e arrondissement à Paris, rue Caumartin, au 66. Et on avait laissé l'enquêteur qui s'appelle le commissaire Massu le soir même à l'Institut médico-légal de Paris, là où il avait fait transporter les corps pour une première analyse, pour une première autopsie, enfin début d'autopsie par le docteur Paul, et qui avait conclu qu'il y avait sans doute 27... C'est un collègue. Oui, pardon, le nombre de... Oui, qu'il y avait sans doute 27 corps différents identifiés, peut-être plus... mais en tout cas, il avait réussi à isoler 27 personnes différentes, pas de façon formelle, et effectivement qu'il pensait dans ses premiers constats que les crimes pouvaient être le fait de quelqu'un qui avait une formation médicale. Donc, dès le départ de cette affaire, dès le départ de la découverte de l'affaire principale des crimes de Marcel Petiot, on a d'emblée un faisceau d'indices qui pointe vers Marcel Petiot. Qui est lui-même médecin. Qui est effectivement médecin, et qui est devenu médecin dans des conditions assez rocambolesques. Je vous invite assez particulières, oui, à retourner c'est dans l'époque qui l'épisode veut ça 1 aussi. où il a été formé à l'après-guerre. Il a été formé à l'après-guerre en quelques années, à une formation pas complète, et qui lui permettra d'endosser pleinement la carrière médicale. Après, manifestement, il n'avait pas une mauvaise réputation en tant que médecin. En tout cas, tu n'as rien trouvé contre. En tout cas, il a réussi, notamment dans la partie où il était installé à Villeneuve-sur-Yonne, il a réussi à exploiter la partie notabilité de la carrière médicale, en étant, à l'époque, le médecin était le bourgeois, un des bourgeois de la ville, un des personnages principaux, et
il aimait beaucoup ça. Il aimait beaucoup cette tous les statut. avantages qu'il pouvait avoir avec le statut et en particulier l'argent, puisque on l'a vu, Marcel était particulièrement cupide et a passé son temps à essayer de toujours en avoir plus et toujours faire en sorte d'exploiter plus les gens. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui se passe le lendemain de la découverte et des autopsies par le docteur Paul? Eh bien, en fait, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, alors j'ai énormément apprécié de travailler sur l'enquête et de reprendre un petit peu les documents d'époque et ce qui a été travaillé depuis dessus. Parce que là aussi, on retrouvera du rocambolesque. Là aussi, on va retrouver des plot twists, des changements de dernière minute, des trucs improbables qui sont arrivés, comme c'est arrivé jusque-là dans sa carrière criminelle. Tout a été rocambolesque avec lui. Hein. Ouais. Et donc au lendemain de la découverte, le commissaire Massu et ses hommes se déplacent rue Caumartin, donc à Paris, dans le 9e arrondissement, à l'adresse connue de Petiot. Et là, il y a déjà d'emblée deux versions, enfin deux grandes versions qui existent dans les références. C'est toujours particulier d'entendre ça. Enfin, je veux dire, ça veut dire que c'est pas comme aujourd'hui où c'est retranscrit, où tu es obligé de tout rédiger, tout ce que tu fais pour pas oublier. Ouais, c'est ça. Et là, c'est pas sûr, t'as le témoignage du livre de Massu, et puis t'as les oui-dire de ce qui a été dit à l'époque, plus de ce que disent les médias, plus, oui, voilà. Puis comme c'est une affaire relativement importante et, faut le dire, légendaire, je pense que les gens en ont rajouté aussi, en se disant, en fait, il s'est passé ça, probablement qu'il y a des choses qui ont été un petit peu embellies, rajoutées, extrapolées ou enfin exagérées. Enfin, il y a probablement un peu de ça dans l'histoire de Petiot. Lui-même l'a fait. Donc, la première version de l'arrivée des policiers, ils arrivent et simplement ils trouvent porte close. Personne ne leur répond. C'est la moins intéressante de toutes les versions. La deuxième version, que je préfère, forcément, parce qu'il y a un peu plus de choses, un peu plus de matière. La deuxième version raconte que c'est Madame Petiot, l'épouse de Marcel, Georgette, qui leur ouvre et qui les accueille à l'intérieur. Il faut imaginer qu'ils ne sont pas là en mode perquisition, ils ne sont pas là en mode inspection, mais en mode visite. Et simple pour savoir. Voilà, visite simple de quasi-courtoisie pour parce prendre un petit peu la température. Immeuble, il n'était pas obligé de l'utiliser lui-même, il aurait pu l'avoir loué. Oui, et puis il aurait pu être utilisé par des résistants, par des gens qui planquaient des gens à l'intérieur. Enfin, on reste dans ce Paris des années de l'année 1944 qui est un Paris troublé à plein de raisons. Donc ils rendent une visite qui est une visite d'information, de courtoisie, de courtoisie, d'information et relativement policée. Et donc il lui explique que il recherche pour l'interroger Marcel Petiot. Madame Petiot explique qu'elle est seule et que son mari est absent et qu'il est simplement parti et c'est pas où, c'est pas elle qui gère ses affaires, il lui rend pas compte de ce qu'il fait au jour et à l'heure et que c'est comme ça a toujours été comme ça et que elle lui pose pas plus de questions et c'est leur mode de fonctionnement. Ça lui convient. Voilà, ça lui convient et je pense que c'était aussi un petit peu la mentalité de l'époque, que les femmes n'avaient pas autant de prérogatives sur l'emploi du temps de leur mari qui était... Oui, puis elle n'a pas besoin de savoir ce que c'est, quoi. Enfin, je pense pas ça, je dis ce qui était à l'époque. Hein. Et alors l'anecdote croustillante qu'il y a derrière, qu'on apprend un peu plus tard, parce qu'en fait il y a eu des déclarations qui ont été faites, et en particulier par Marcel Petiot lui-même, parce que Marcel Petiot est un narcissique, il est un fanfaron, et donc il en a rien rajouté. Et ça aussi, ça aide pas à avoir une précision sur l'histoire et sur la réalité. Mais Marcel a dit un peu plus tard, et notamment au moment où il était interrogé, une fois qu'il a été pris, parce que je rappelle qu'on connaît la fin de l'histoire, il a finalement été pris, et puis il a été guillotiné, reconnu coupable. Donc là, pour le coup, dès le départ, on connaît la fin.
L'important, c'est moins de connaître la fin, où est-ce qu'on va. C'est pas comme dans le premier épisode où j'avais laissé la fin incertaine parce que la fin n'existait pas, enfin, était pas claire. Mais là, en fait, dès le départ, on sait qui a fait quoi et on connaît exactement la fin. Donc, plus tard, il racontera que ce jour-là, en fait, il était simplement planqué dans sa baraque, dans sa maison, et qu'il a entendu les policiers, qu'il a entendu son épouse discuter avec eux, et dis que pas que je suis là. Et puis... là aussi, ils l'ont à nouveau loupé. Parce que je rappelle que dans le premier épisode, on décrit une scène où Marcel Petiot lui-même a mystifié les deux premiers policiers qui se sont rendus sur place. Oui, en disant un des que deux c'était premiers le frère, policiers, celui qui était resté en faction, en disant je suis le frère de Marcel. Maurice, pour les donc c'est une deuxième mystification de la police de la part de Marcel Petiot et de son esprit un petit peu vicieux. J'allais dire machiavélique, mais si tu veux. Voilà. Il y a, en tout cas, ça marche aussi. Il y a une certaine agilité dans la création des alibis et des manières de se dédouaner. On se demande pas comment il a fait pour réussir à être homme politique. Ouais, c'est maire ça. de son village avant. Tout à fait. Donc, les policiers n'ayant rien à reprocher à Madame Georgette Petiot, la laissent comme ça et s'en vont. Et le couple disparaît. Et Marcel s'échappe. Enfin, poudre. Le couple disparaît, elle reste, elle s'en va ? Ouais. À partir de ce moment-là, elle s'en va. On va la retrouver un peu plus tard. Tu vas voir où elle va aller chez son beau-frère à Auxerre. Le beau-frère Maurice ? Le beau-frère, c'est Maurice, ouais. C'est le frère mais ça aurait pu être ça pourrait le être frère de sa sœur, par exemple. Ouais, tu vois. Non, là c'est vraiment Maurice, celui qui compte aussi dans l'histoire. Je crois que ton frère a fait des conneries. Ouais. Et donc, les policiers lancent une enquête et lancent une recherche un peu généralisée, comme ça se faisait à l'époque, en placardant le nom, la tête, la photo la plus connue et la plus récente de Marcel Petiot, un peu partout sur les murs. Wanted. Et les journaux commencent à s'emparer de l'affaire. Les journalistes découvrent que en plein milieu de Paris, il y a eu un charnier, plusieurs dizaines de victimes, des constatations atroces, des morceaux de cadavres, des cadavres qu'on faisait brûler dans une chaudière. Je rappelle qu'on est en mars-avril 1944, que la plupart des gens n'ont pas connaissance de ce qui se passe dans les camps de concentration nazis. Oui, que, c'est pas encore... voilà, les chambres à gaz, les Américains sont pas encore arrivés sur place. On n'a pas encore cette culture-là, quoi. D'ailleurs, il n'est pas certain que Marcel n'ait pas non plus cette culture-là et qu'il a simplement créé ça de lui-même, en fait. Ouais, c'est pas inspiré. S'il y en a qui a pensé, pourquoi pas deux ? Ouais. Enfin, je veux dire... Et étonnamment, c'est pas improbable, quoi. Et étonnamment, ces idées-là viennent souvent de la part de médecins, de scientifiques qui ont essayé de rationaliser le process et qui ont un peu amélioré ça. On fera très très probablement un épisode sur Joseph Mengele et sur le médecin qu'il était dans le camp d'Auschwitz. Et sûrement que je participerai à la rédaction cette fois-ci du sujet. C'est un sujet, un thème très très intéressant et qui nous tient à cœur tous les deux de traiter, mais bon voilà, petite digression sur un épisode prochain. Ouais, non, mais après aussi en revenant sur le fait que ça soit des scientifiques qui réfléchissent. Tu regardes l'imagination qu'il y a eu sur la façon de tuer les condamnés à mort. Enfin, je veux dire, il y en a... pas tant que ça, mais il y a une sacrée imagination de la part des scientifiques. T'as l'injection létale, t'as le gaz, t'as l'électricité. Enfin, c'est sorti de la tête de scientifiques. Enfin, j'imagine. Ça, je sais pas. Je peux pas l'assurer à 100%, mais bon. Au moins l'injection létale. Qu'on a décidé de créer ce podcast en se disant, tiens, il y a quand même des cerveaux qui sont formés avec des sciences médicales, anatomiques, physiologiques, et qui ont dérivé... Qui sont censés protéger l'humain. Voilà, au départ. Et qui ont dérivé ces connaissances-là pour, au final, tuer.
d'autres personnes, être plus efficaces, créer des armes de destruction massive, comme on l'a vu dans le premier épisode, pour empoisonner le mieux possible d'autres personnes. Comme ou à qui on a emprunté voilà. ce qu'ils ont fait pour pouvoir faire le mal, quoi. Ouais. On vous Ouais, parlera les gens, du c'est docteur des Guillotin méchants. un jour aussi. Hein? On vous parlera du docteur Guillotin un jour. Là aussi. Les gens, c'est des méchants, et les méchants, c'est des méchants. Ouais, et les soignants sont pas forcément les meilleurs parmi les gens. Bah, si t'es pas un peu stable, c'est un peu compliqué quand même. C'est ça. Donc t'as accès quand même à certains trucs, à des produits qui peuvent te donner l'impression d'être Dieu. Et si t'es pas stable mentalement, ça peut partir vite en cacahuète, quoi. Ouais. Très vrai. Bon. Donc il lance une recherche un peu générale, là pour le coup à la volée, dans les journaux, dans le métro, partout, ils affichent ça. Et les journaux commencent à faire leur chou gras de cette affaire-là. Et c'est à ce moment-là que le surnom de Docteur Satan commence à apparaître. Alors il y a plein de surnoms qui seront donnés. On le verra, hein, le nouveau Barbe Bleue, le loup-garou de Paris. Ça, c'est excellent, le nouveau Barbe Bleue. Ouais, c'est horrible, quoi. Elle est horrible, l'histoire, donc. Le Landru de la Seconde Guerre mondiale. Aussi, quoi, parce que lui, pour le coup, alors Landru, on le traitera pas normalement dans le podcast parce qu'il a, même si c'est un criminel en série, c'est un peu hors champ parce qu'il n'était pas soignant, il n'a pas utilisé de connaissances médicales. C'est juste un tueur en série, j'allais dire, tout ce qu'il y a de plus banal. Et il y a d'autres podcasts qui font ça très bien. Nous, on aime bien avoir ce côté, explorer un petit peu le côté, il y avait un soignant, où il y avait des connaissances biophysiologiques derrière. Et ils vont poursuivre leur enquête en allant chercher Maurice et Georgette à Auxerre, parce que les semaines passent, finalement ça donne rien, et ils avaient cette notion que... en fait, ils avaient besoin d'avancer sur le dossier, en fait. Oui, mais du coup, avec le voisinage, ils avaient la meuf qui est en bas, là. La concierge. La concierge, il y avait une adresse il fallait envoyer le courrier à Auxerre, quoi. Ah, mais même pas, en fait. Tu sais, c'était le papier sur la porte. Ah oui, c'est vrai. Simplement, ils avaient placardé un papier sur la porte en disant... Monsieur le facteur, veuillez transférer mon courrier chez mon beau-frère à Auxerre. Il s'appelle Maurice Petiot, il habite telle adresse. En fait, tout était, comme je disais, tout était déjà écrit et tout était déjà connu dès le départ, en fait. Donc, ils vont les chercher à Auxerre, ils les ramènent à Paris, quai des Orfèvres, pour un interrogatoire. Et l'interrogatoire de madame va tourner court, parce qu'en fait, elle va tourner de l'œil. Quand on lui apprend ce qui s'est passé dans la maison, dans l'hôtel particulier que possède son mari. Il y a de quoi, hein. Quand on commence à lui parler de cadavres, quand on commence à lui parler de morceaux de cadavres, quand on commence à lui parler de crémation sauvage. J'espère que vous ne mangez pas. Donc elle a fait ça et ils l'ont hospitalisé. Et interrogatoire relativement pas exploitable pour le coup. Pour ce qui est de son frère Maurice, lui, il donne une version des faits, mais qui le dédouane complètement. En fait, qui dédouane Maurice. Hein. Il raconte qu'il a livré 400 kilos de chaux, qui se dédouane lui, en fait. 400 kilos de chaux la semaine passée, mais vraiment la semaine d'avant, quoi. Enfin, la semaine d'avant la découverte à son frère. Donc Maurice était électricien, il a son petit camion, il est passé chercher 400 kilos de chaux vives et il les a amenés au 21 rue Le Sieur à la demande de son frère. Les policiers s'interrogent quand même, 400 kilos de chaux vives, c'est quand même pas rien. Et Maurice dit, en fait, c'était pour une opération de dératisation. 400 kilos, c'est une bonne quantité. Aujourd'hui, ça serait une palette, quoi. Mais à l'époque, on n'avait pas ça, mais ça correspond quand même à une grosse quantité. Il faut, même si c'est à Paris, quand même une grosse quantité de rats à éliminer avec 400 kilos, quoi. Bon. Et c'est pour ça que l'immeuble était vide, c'est tout. C'est ça. Il y a un autre fait troublant parce que les policiers, entre-temps, ont fait une enquête de voisinage et les voisins ont raconté qu'ils avaient vu ce Maurice Petiot quelques semaines avant. Maurice ou Marcel ? Maurice, avec son camion estampillé, électricien, Auxerre, tout ça. Donc il était assez visible en fait. Il l'avait vu au 21 rue Le Sieur et il avait chargé des grosses quantités de bagages dans son camion.
ce qui avait été, ce qui était assez louche par rapport au moment, parce que tiens, pourquoi tout d'un coup un électricien a besoin de charger quelques dizaines de bagages dans un camion d'électricien, où est-ce qu'il va, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi puis c'est une époque où tout le monde est suspicieux de tout le monde, en fait, tout le monde regarde tout le monde, et puis essaye est méfiant sur ce qui se passe dans la rue et ce qui se fait. Et là aussi, Maurice, il a une explication assez facile de, en fait, mon frère Marcel, il aidait des Juifs à passer en France libre, voire ailleurs, et il les aidait à stocker leurs affaires, parce qu'ils pouvaient bien entendu pas partir tous avec l'intégralité de leurs affaires, de la valise, etc. Et que pour éviter d'éveiller les soupçons, parce qu'en fait, il faut savoir que l'hôtel particulier du 21 rue Le Sieur était à quelques centaines de mètres seulement de la commandanture de la Gestapo. Donc en fait, ça aurait pu éveiller un petit peu les soupçons des nazis. Donc en fait, il participait au déblaiement d'une partie des affaires, et il allait les stocker chez un couple d'amis à eux, un peu plus loin en province, qui s'appelle le couple Neuhausen. Commence à y avoir pas mal de monde au courant quand même là. Ouais, c'est ça. On se dit, tiens, il y a quand même... Bon, il n'était pas tout seul, et il y a quand même des gens qui ont peut-être des informations, quoi. Donc les policiers doutent, ils ont pas grand-chose à se mettre sous la main, mais ils vont quand même mettre en inculpation Georgette, Maurice et le couple Neuhausen. Comme ça, ils les gardent au frais et à disposition au cas où, quand ils retrouveront Marcel, pour confronter un peu tout ce monde-là et savoir ce qui se fait. Mais le contexte aide vraiment pas les policiers à comprendre, parce qu'en fait, il y a ces versions là qui s'entrechoquent de est-ce que c'est des gens qu'il a tués, est-ce que c'est vraiment des collabos des nazis comme il avait été annoncé au départ. Est-ce qu'il a vraiment fait passer des juifs? Est-ce que c'est logique dans ce cas-là d'aller cacher des affaires si on fait passer des juifs? S'ils peuvent pas prendre tout leur bagage d'un coup, c'est ça. C'est repérable, quoi. Et des personnes qui sont avec des valises. Si c'est des juifs, en gros, en contexte d'occupation nazie, c'est un acte de résistance. Ah oui. Non, si c'est des juifs qu'il a tués en contexte d'occupation, c'est plutôt un acte de collaboration avec l'occupant nazi. Par contre, si c'est des collabos des nazis en contexte d'occupation, c'est exactement l'inverse, en fait. Donc en fonction de tu es en train de tirer une pièce à pile ou face, et en fonction de la face sur laquelle elle retombe, t'as un dossier complètement différent, quoi. Donc ça embête beaucoup les policiers. Et Petiot a énormément joué avec ça. Et en fait, il y a un truc qui l'a beaucoup aidé dans l'histoire. Alors un peu plus tôt dans le premier épisode, je parlais de la Gestapo, et je disais qu'en fait, il y a eu un moment où il a même mystifié la Gestapo. On va y arriver là. Je vais expliquer pourquoi il a réussi à mystifier la Gestapo et comment. Donc, Petiot, comme je disais, il est assez narcissique. Il a besoin qu'on parle de lui. Il a besoin de se faire mousser auprès de son petit monde, en fait. Même quand il fait des choses clandestines, il a besoin de se vanter quand même. Il a quand même besoin de se faire de la pub, de se vanter, et puis de se faire... Après, c'est courant, ça, des personnes qui tuent, t'entends souvent, qui vont aller dire « Ah ouais, moi j'ai tué à la petite amie, au meilleur ami », et du coup ils se font choper comme ça parce que ils ont dit « Ouais, j'ai tué machin ». Alors, on verra... tu vois, ça arrive tout à l'heure régulièrement, ce genre de choses. Ça a peut-être pu aider à l'enquête à progresser. Bon, en tout cas, la Gestapo, à un moment, commence à avoir les oreilles qui traînent dans ce milieu des petits truands, des escrocs, et puis... Donc avant 44. Ouais, avant 44, dans l'année 43. Et se dit, tiens, il y a un nouveau réseau qui est en train de monter dans Paris, là, un réseau qui s'appelle Flytox, avec un certain docteur Eugène à l'intérieur, et qui fait passer, semble-t-il, de façon efficace des personnes qui veulent fuir du côté de la France libre, voire ailleurs, dans d'autres pays, tout ça. Donc ils commencent à en entendre parler, notamment avec les petits truands de rue, tout ça. Et ils se disent, bon, on va essayer de faire tomber ce docteur Eugène, on va essayer de savoir où est-ce qu'il est. Et en fait, pour faire ça, ils ont été chercher dans le camp de Compiègne un juif qui était
qui avaient vocation à être déportés dans les camps, et qui étaient donc leurs prisonniers, et ils leur ont dit, en fait, en échange de ta liberté, tu vas nous trouver docteur Eugène, et on va l'arrêter, on va faire tomber le réseau, quoi. Donc une sorte d'enquête policière un peu à la manière Gestapo. Donc il lui donne de l'argent, il donne cette consigne. Ce prisonnier s'appelle Ivan Dreyfus. On a évoqué son nom dans la liste des victimes. De ceux que tu as cités, ouais. Ivan Dreyfus. Donc il va trouver Dr Eugène. Il va l'approcher, il va faire la démarche, tout ça. Il va donner des informations à la Gestapo, notamment le fait que Dr Eugène, en fait, est Dr Petiot dans la vraie vie, que Dr Eugène est un pseudo. Sauf que à un moment, la Gestapo perd le contact d'Ivan Dreyfus. Oui. Et là, ils se disent, mince, ils l'ont fait passer. Ce docteur Eugène là, ce docteur Petiot, alors qu'on l'avait sous les yeux, alors qu'on le surveillait de près, alors qu'on avait un homme sur place, enfin même si c'était pour voir quand il sortait, comment il faisait. Il nous a mystifié, il a réussi à le faire passer, on ne sait pas comment. Donc qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'il n'est jamais sorti de l'immeuble, en fait. Bah voilà, en fait, pour la Gestapo, il est passé de l'autre côté, quoi. Sauf que c'était pas le même autre côté. Mais ça, ils le savaient pas. Et donc, en fait, ils vont arrêter... Ah oui, j'allais te dire, mais ils ont rien fait. Si, bah, c'est la Gestapo, donc là, pour le coup, ils prennent pas les pincettes des policiers. Tu sortais rarement en forme de la Gestapo, quoi. C'est ça. Et donc, en fait, ils vont l'arrêter, ils vont le mettre en prison, ils vont le torturer pendant des mois, pour qu'il donne des noms, pour qu'il donne son réseau, pour qu'il donne ce qu'il peut donner. Sauf qu'il n'avait rien. Donc il n'a rien donné. Marcel Petiot avait vocation à croupir en prison, voire pire, un jour d'être exécuté par les nazis quand ils auraient décidé, etc. Parce que bon, c'était pas exactement le même type de justice, c'était un peu plus expéditif, tout ça. Oui, puis il a fait passer des juifs, et les juifs, les nazis n'aimaient pas les juifs, donc si tu veux... Tout à fait. Oui, il avait pour vocation de mourir, normalement. Pour eux, c'était vraiment... Surtout pour un réseau efficace comme le sien. Ouais. Et donc, en fait, Marcel Petiot donc, avait vocation à pourrir dans cette prison, voire mourir d'une manière ou d'une autre, s'il n'y avait pas eu, encore une fois, un incroyable retournement du sort. Il bénéficie il surfe vraiment sur les moments de l'histoire, et il se trouve que début 1944, là on est rendu février 1944. Les rumeurs de débarquement. Ouais, les rumeurs de débarquement font que les nazis se réorganisent un petit peu, se désengagent d'un certain nombre de choses, notamment sur les prisons qu'ils confient à des Français pour la surveillance, etc. Et il se trouve qu'un certain nombre de prisons deviennent poreuses et qu'un certain nombre de détenus sortent. D'accord. En particulier ceux qui n'étaient pas juifs, et en particulier ceux qui étaient des détenus du type de Marcel Petiot, et surtout quand il y a quelques capacités à mystifier un petit peu les gardiens, tout ça. Et donc Petiot se retrouve libre en février 44. Sauf que Petiot, il a relativement mal vécu la prison chez les nazis. Oh, je pense que tout le monde le vit mal. Je pense que c'est logique, effectivement. Et là, il s'est dit, j'ai quand même un certain nombre de cadavres dans ma cave, j'ai quand même un certain nombre de cadavres dans tous les trous que j'ai pu creuser dans l'immeuble. Il y a les gens qui vont bientôt débarquer. Il avait probablement d'autres maisons ailleurs où il avait enterré d'autres juifs, tout ça. Et donc, en fait, il a commencé à se dire, il faut que je me débarrasse de ces corps. Ça pue du cul pour moi. Alors, il y a eu plusieurs versions. Il y a une des versions qui dit qu'il a commencé à se débarrasser des corps en jetant quelques-uns dans la Seine. Sauf qu'en fait, il n'avait pas trop prévu que des corps, ça pouvait être retrouvé quelques kilomètres plus loin. Et donc, on a commencé à retrouver des corps, tout ça. Donc, il s'est dit, bon, c'est pas la meilleure des solutions. Donc, il a acheté une chaudière, grosse chaudière, et il s'est dit, je vais brûler les corps, en fait. Ce qu'il a commencé à faire en mars 1944. Juste, il n'y a pas de notion de
entre sa sortie février et son arrestation, et la découverte en avril, des fumées noires qui puent, etc., il n'y a pas de notion de « il continue ». Non, on sait pas. Dans ce laps de temps. On n'a pas, même pendant le procès, on n'a aucune certitude de qui a été tué, comment, quand, pourquoi. Ouais, mais est-ce qu'il a continué? On ne sait pas. Il a probablement continué ses petites magouilles, trafic d'ordonnances, tout ça, mais on ne sait vraiment pas qui l'a tué, quand, pourquoi. Voilà, on sait juste qu'il était plus préoccupé à ce moment-là et qu'il s'est dit « je dois investir du temps et de l'énergie pour me débarrasser des corps qui commencent à encombrer chez moi, et donc il faut que je trouve une méthode ». Et c'est la méthode qui va le perdre, puisque finalement c'est celle qui va alerter le voisinage et puis déclencher puis ça pue. La découverte. Oui, c'est ce qui a déclenché, c'est ce qui a alerté le voisinage en fait. Non, je te parle pas des odeurs de la fumée, moi je te parle des corps en décomposition tout court. C'est pour ça qu'en fait il avait demandé de la chaux à son frère. Parce qu'en fait, la chaux, elle a la capacité de dessicquer le corps, et donc de faire en sorte que le corps étant plus sec, ça sent moins en fait. Oui, mais bon, t'accumules un certain nombre de corps. C'est sûr. À un moment mais après, donné, c'était un immeuble qui n'était pas occupé, et je pense que pour le coup, les murs devaient quand même garder un certain nombre de, confiner un peu l'odeur. Donc, Massu, pour revenir à l'arme, découvre cette histoire de Petiot a été emprisonné par la Gestapo, reconnu comme un passeur de juifs, et là il est extrêmement gêné. Il se dit mais ouais, en fait j'ai affaire à quelqu'un de bien en fait, parce qu'il faisait passer des juifs, il a tué des nazis. Au final, est-ce que je peux vraiment mener une enquête contre lui? Voilà. Donc c'est un peu gênant, et l'enquête piétine. Et là, un nouveau coup du sort se produit. Paris finalement est délivré. On est en août 1944. Ouais. Le commissaire Massu, qui était une star de la police, mais une star de la police française sous Pétain. Sous Pétain, en fait, à la Libération, tu perds un peu vite tes étoiles. Tes galons. Et Massu lui-même est accusé de collaboration. Démis de ses fonctions, arrêté, mis en prison. Il a été réhabilité après? Parce qu'il a écrit un bouquin et tout quand même. Alors il est sorti après, oui, il n'a pas eu le sort tragique de beaucoup de collabos à être pendu, à être guillotiné ou quoi que ce soit. Non, à la fin il a été... c'était les femmes qui étaient rasées après. Ouais, celles qui avaient couché avec les Allemands. Donc voilà, donc Massu n'est plus sur l'enquête, et l'enquête qui piétinait déjà un petit peu avant, finalement, n'a plus de capitaine pour la mener. T'imagines qu'ils vont mettre quelqu'un d'autre? Les crimes de Marcel Petiot n'ont pas été oubliés, loin s'en faut, et désignent un nouveau commissaire de police. Il s'agit de Henri Soutif, le nouveau commissaire de police. Et lui, il est convaincu que Petiot il est coupable. En prenant le dossier, il s'est dit ça peut que être lui, c'est pas possible. À un moment, quand même, il a tué des gens. Il faut savoir où est-ce qu'on en est, quoi. Et il va avoir une idée de génie. Alors qui peut nous paraître naturel maintenant qu'on a un certain nombre d'habitudes au niveau de la criminologie, et on a vu des films, on a lu des livres, on a vu des séries, etc. Mais pour 1944, c'était pour moi, je trouve, une idée un peu novatrice. Et il se dit, je vais le provoquer. Et je vais le provoquer par voie de presse. Ça, on le voit bien dans les films, dans les séries. Ils font ça marche super bien. Un communiqué de presse, et puis t'as le tueur en série qui appelle, qui dit non, ce que vous avez raconté à la télé, c'est n'importe quoi. En tout cas, les acteurs, ils jouent bien le truc. C'est ça. Et là, qu'est-ce que ça va faire avec Marcel Petiot? Il va répondre. Et c'est ça. Il va répondre. Et comment il a fait pour le provoquer? En fait, il a fait un article de presse en disant que Marcel Petiot était un criminel, et que c'était un collabo, et que il a tué des gens qui étaient pas des nazis, qui étaient pas des collabos, et que oui, comme il voulait passer pour voilà, et comme il voulait travailler un gentil résistant. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il a fait, Petiot? Il a répondu. Et il a répondu comment? En fait,
il a une répondu lettre, j'imagine, par mais courrier, parce que c'était à la police même ou par par la presse? au journal directement. D'accord. Ok. Là, il envoie une lettre au journal en disant non, je ne suis pas collabo, je suis résistant. D'ailleurs, mon pseudo dans la résistance était numéro 46. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, je suis officier chez les FFI. Ah oui. Alors en plus un des plus. C'est limite s'il leur dit je suis à telle adresse, venez, je vous montre, je peux vous expliquer comment ça se passe, tout ça. Sauf non, mais puis c'est surtout qu'ils se la pètent, quoi. Enfin, c'est très, la FFI est connue, c'est une des plus grosses organisations. Bah oui. Puis en plus, parce qu'il y en avait plein de petites. Des petites factions, mais petites factions de résistance. Là, en l'occurrence, effectivement, ça s'était unifié à la libération de Paris. Et puis ça tenait le terrain, surtout, ça servait à tenir le terrain. Et en fin de lignée, Henri Soutif, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est dit, bon, on a publié cet article dans un journal à diffusion exclusive de la région parisienne. D'accord. La lettre en réponse est venue très vite. Serait-il pas dans la région parisienne? Donc, a priori, il est dans le coin. Il est toujours dans le coin et il est pas loin de Paris, en fait. Et ce qu'il fait Soutif, c'est qu'il se dit, bon, je les connais tous les responsables FFI de Paris et de la proche banlieue. Je vais leur envoyer une copie de cette lettre manuscrite et je vais leur demander si parmi leurs hommes, en particulier parmi leurs officiers, ils reconnaissent ce trait de personnalité, cette manière de s'exprimer, cette manière d'écrire. Et ça manque pas. La caserne de Saint-Mandé répond, le responsable de la caserne de Saint-Mandé répond et dit oui, on a quelqu'un qui se fait appeler François Wetterwald, qui correspond parfaitement à la description. La police organise un encerclement de la caserne et l'histoire raconte que c'est Henri Soutif lui-même qui, à la sortie du métro Saint-Mandé, en fait, a reconnu Petiot et l'a interpellé. D'accord, ok. Petiot était fait. Ok. Et donc là, je te montre une photo de Marcel Petiot tel qu'il a été arrêté. Alors, c'est quasi un mugshot, c'est la photo de lui, alors moins bien habillé que d'habitude, moins bien soigné que d'habitude. Il a laissé pousser un peu la barbe, il a les cheveux un peu plus hirsutes. Par contre, il a ce regard qui est, je sais pas ce que tu en penses sur la photo. C'est Raspoutine là. Il a un regard, je sais pas si vous voyez intense. L'image de Raspoutine, les photos en noir et blanc là qu'on a de lui, c'est exactement lui. Enfin, c'est vraiment avec la barbe plus courte, mieux taillée. Mais alors les yeux globuleux, vraiment une tête de psychopathe. J'ai pas envie de le croiser dans une ruelle sombre, quoi. Vraiment, je me déporte, quoi. Enfin, même en pleine journée, dans une rue bondée, quoi. Si tu veux, je me déporte quand même. Hein. Ouais. Et puis un regard très noir, très perçant, très. Il fait flipper, quoi. Enfin, le regard, c'est. Je pense que tu les mettras sur. Oui, je les mettrai sur Patreon. Donc voilà. Donc il est arrêté. Il est mis sous. J'ai mal dormir cette nuit, moi. Il est mis sous écrou et il est interrogé, surtout. La police commence à essayer de faire son enquête et puis à lui demander un petit peu ce qui s'est passé. Et notamment, ça fait 7 mois quand même que ça s'est passé. Qu'est-ce qu'il a fait durant ces 7 mois? Et là, quand on lit un petit peu les dossiers qui nous sont parvenus, Petiot raconte qu'il a participé à la libération de Paris, qu'il est monté, qu'il est monté sur des barricades, qu'il a défendu. Il y a de nombreux témoignages qui disent oui, il était présent, il a toujours soigné les blessés, il n'a jamais rechigné de monter au front. C'est vraiment un héros. Après, ça peut être l'effet Nelson Mandela. Tu sais? Ouais, mais là... Les gens, ils ont l'impression de se souvenir d'un truc et en fait, c'est pas... Non, mais là, en fait, il y a vraiment beaucoup de témoignages qui sont concordants, de gens qui se connaissaient pas et qui n'ont pas pu entendre la nouvelle nécessairement de ce dont on parle, en fait. Et donc, ça met beaucoup de doutes dans la tête de Soutif, qui a toujours cette ambivalence héritée de l'enquête Massu de est-ce que c'est un collabo ou est-ce que c'est un résistant? Est-ce que c'est des nazis ou est-ce que c'est des juifs?
Est-ce que et de toujours se dire sur quel pied je danse, quoi, finalement. Et là aussi, décidément, il y a des coups du sort tout le temps dans cette histoire. Et là aussi, il y a un incroyable autre coup du sort qui arrive. Et de nouveau... Je suis blasé, là. Tu vois, si tu veux, tu m'en sors toutes les 5 minutes, quoi. Mais là, Henri Soutif, à son tour, se fait accuser d'être un collabo. Mais non. Ouais. Et se fait relever de ses fonctions. Alors, pas mis sous écrou, a priori, mais il se fait relever de ses fonctions. Et à nouveau, l'enquête est donnée à un autre commissaire, à un autre procureur et surtout à un juge qui s'appelle le juge Goletti, qui, pour le coup, sera le juge du procès. Ne me dis pas qu'il y en aura un quatrième. Non. Là, après, au début, tu avais dit qu'il y en avait... Pour le coup, je t'annonce que cette équipe-là va rester jusqu'au bout. Okay. Voilà. Et que Goletti, c'est le juge du procès. Donc là... C'est celui qui gaule les gens ? Bah, tu vas voir qu'il va y avoir un truc intéressant avec... Mais rigole un peu à ma blague. Lui, il est convaincu que Petiot, c'est pas un résistant et que c'est plutôt un... Alors, pensez que c'était un nazi au départ. Ah oui, d'accord. Ouais, on n'a pas de certitude sur le fait qu'il a vraiment commis des crimes antisémites. En fait, je pense que c'est plutôt des crimes d'opportunité, des crimes de cupidité. On n'a rien qui... Non, il n'y a rien qui corrobore le fait que c'était des crimes haineux contre les Juifs. Ouais, non, mais il y avait pas... il a jamais dit son avis politique ou des choses comme ça, non, quoi. Non, vraiment pas. Mais bon, Goletti était persuadé que c'était un nazi et que ces personnes qu'il a tuées, c'était des innocents, des Juifs, et il voulait absolument le prouver. Et là, il a eu une idée également intéressante. C'est la deuxième moment où on a quelque chose de créatif dans l'enquête. C'est que il va organiser ce qu'il appelle l'exposition Marcel Petiot. What? Ouais, il organise donc au commissariat. En fait, il y a énormément d'affaires. Je t'ai cité dans le premier épisode la quantité d'affaires, la quantité de valises, de vêtements, etc. Il va exposer les valises. Ouais. Il va convoquer il va inviter les gens qui ont perdu des proches, qui sont en attente de retrouver des proches disparus. Il va leur dire, écoutez, on a retrouvé dans une affaire criminelle des affaires qui appartiendraient à des victimes. On aimerait que vous veniez voir pour voir si vous identifiez des objets qui leur ont appartenu, quoi. Qui reconnaîtra une valise, un costume, qui reconnaîtra je sais pas quoi. Et puis en plus, entre-temps, Paris s'était repeuplé, entre guillemets, quoi. Ouais. Les gens ont recommencé à revenir. Un certain nombre, en tout cas, ouais. Et en fait, grâce à ça, il va avancer énormément dans l'enquête. C'est morbide quand même, c'est ce type de... Ouais. Et en particulier, il y a une dame qui vient et qui reconnaît des affaires, une valise, un complet veston, et qui affirme que cette valise, ce complet veston, appartenait à son mari. Ouais. Et que son mari était pas du tout un nazi, bien au contraire, c'était un juif polonais, un commerçant riche qui cherchait à s'enfuir en Argentine, et que d'ailleurs au moment où elle est allée voir Marcel Petiot, ils devaient partir ensemble, qu'elle a eu un empêchement, et en fait elle l'a jamais plus revu, et que maintenant que la guerre est finie, elle a plus de nouvelles non plus, etc. Elle a échappé de peu à la mort, quoi. Et il se trouve que cette dame-là a pu faire le lien entre les affaires, une victime potentielle et Marcel Petiot, parce qu'en fait, il le connaissait d'avant, et que peut-être cette personne-là qui est morte était sa première victime. D'accord. Puisqu'en fait, cette personne-là ils étaient voisins de Marcel Petiot. Lui était un riche commerçant fourreur de Paris, et un jour il se confie à Marcel Petiot en disant, oui, j'ai quand même peur, moi je suis juif polonais, je vois tous les juifs qui se font rafler, avec Veldiv et tout en plus. Je donnerai tout. Je donnerai tout pour m'enfuir, quoi. Et Marcel Petiot, il a entendu, je donnerai tout pour m'enfuir. Ouais. Il fallait pas grand-chose pour lui retourner l'esprit.
Et il est probable que ce soit à ce moment-là qu'il ait germé cette idée que, en fait, peut-être que les gens seraient capables de donner énormément pour s'en sortir. Donc, il a convoqué un jour au 21 de la rue Le Sieur, avec le maximum d'effets personnels, avec maximum d'argent. le maximum d'argent, avec des bijoux, fourrures, avec des bijoux, avec tout ça, en prétextant faire partie d'un réseau de résistance et de pouvoir le faire partir en Argentine. À ce moment-là, il l'aurait probablement drogué et finalement tué. Voilà. Et donc, il se serait rendu compte à ce moment-là que c'était beaucoup plus facile et lucratif que le petit trafic d'ordonnances, et puis surtout beaucoup moins risqué, parce que ça se passe en huis clos, dans un milieu que tu maîtrises, alors que quand tu vends des ordonnances à des gens qui sont camés et qui vont dans la rue, donc finalement, tu sais pas exactement... Et en plus de ça, il n'a pas besoin de s'embêter à faire passer les gens, quoi. Exactement. Il prend pas de risque. Et donc, ce témoignage-là va complètement faire basculer l'histoire. Et Goletti, qui était déjà convaincu que Petiot était un tueur, là se dit, confirme. Maintenant je sais que non seulement c'est un tueur, mais en plus que c'était pas des nazis, et que j'ai au minimum une personne dans l'ensemble que j'ai identifiée et qui était un juif. Au final, avec cette technique-là, ils auront réussi à identifier 27 personnes. D'accord. C'est pour ça que la liste, à ce moment-là, donc on les arrive 27 à une lettre... corps, ils ont réussi à les Non, les 27 corps, ils n'ont pas réussi à les identifier. Par contre, t'as dit 27 personnes là, qu'ils ont identifié. Ils arrivent à identifier 27 personnes dans la liste parmi les bagages, quoi. D'accord. Donc en fait, ils ont des corps. Ils n'ont pas réussi à les identifier. Par contre, ils ont un certain nombre d'effets personnels et on arrive à identifier 27 personnes avec ces effets personnels-là. Donc, on a la liste que j'ai donnée au premier épisode de cet épisode. De cette affaire. Donc, on arrive au procès. Bon an, mal an, il se passe 1 an et demi quasiment avant de convoquer le procès. Ça permet de réunir un certain nombre de pièces et puis de faire gentiment monter la pression dans la presse, parce que pour le coup, là, on est plus sous l'occupation, on a un peu plus de liberté pour évoquer des sujets comme ça. Et puis surtout, ça commence à faire beaucoup d'écho sur ce qu'on a découvert, sur ce que les nazis ont fait. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ont découvert l'ampleur de la catastrophe nazie et de ce que ça... en fait, à l'après-guerre, quoi. Tout à fait, ouais. Quand la presse a commencé à raconter un petit peu les différentes horreurs qu'il y avait hors du champ de la propagande, que ce soit de Vichy ou de ce qui était autorisé à publier. Ce ne sont pas que des camps de travaux. Voilà, c'est ça. Et donc, Petiot, il est vraiment vu comme un petit Hitler parisien, en fait. Se disant, on avait là, à côté, chez nos voisins, un gars qui faisait ça à petite échelle, quoi. Exactement la même chose que les nazis, sauf qu'il a fait ça dans son le côté artisanal chez lui, quoi, mais il l'a fait, quoi. C'est horrible de se dire, c'est même pas par conviction politique, tu vois. Ouais. Alors, il a fait exactement comme les nazis, mais effectivement, juste... Sans conviction politique, sans avoir derrière, en se disant, il y a Hitler, il est merveilleux, enfin, tu vois. Ouais, par endoctrinement, comme voilà, c'est pas par endoctrinement. A priori pas, c'était vraiment par... pur plaisir d'argent et de tuer. Comme un vrai psychopathe, en fait. Ouais. Bon, après, tu vas me dire, Hitler en était un aussi. Je vous ai mis sur le Patreon, d'ailleurs, un certain nombre d'articles de presse retraçant tous ces moments-là. Il y a un dossier un peu complet là-dessus, que je vous inviterai à aller voir. Donc, il est poursuivi à son procès pour homicide volontaire au pluriel, commis avec préméditation et guet-apens, et avec pour objet la soustraction frauduleuse de vêtements, d'objets personnels, de papiers d'identité et d'une partie de la fortune des victimes. C'est assez large comme chef d'accusation. Ouais, après, ça résume bien ce qu'il a fait. Mais globalement, ouais, c'est pas mal au niveau du pitch du procès, en se disant, voilà ce qu'on va étudier et voilà ce qu'on va regarder. Au niveau du contexte de ce procès, donc la France, elle
elle est avide de vérité, elle est avide de reconstruction. Et puis on se dit qu'on a besoin de venger un petit peu ce qui s'est fait. Donc il y a une tension énorme qui se propage dans la population, via la presse, tout ça. À tel point que le procès, il est très médiatisé. Il est considéré comme le procès le plus médiatique de l'immédiate après-guerre, juste derrière celui de Pétain. C'est pas mal. Pour te donner une idée du c'était truc. un très gros, très gros procès. Donc grosse histoire de l'époque. C'est pas pour rien, comme il était annoncé dès la première partie, que Petiot sera le premier guillotiné de droit commun de l'immédiate après-guerre. Je pense qu'il fallait un exemple en fait, et qu'il a servi aussi d'exemple. Enfin bref. Et donc ce qui est fou aussi sur ce procès-là, c'est que des places se sont vendues au marché noir. Comme dans les arènes de Rome. Comme dans les arènes. Il y avait des accréditations de journalistes qui ont été revendues. Il y avait des gens qui avaient réussi à récupérer des places, tout ça. Et on voulait voir le monstre de Paris, on voulait voir la bête, on voulait voir toucher du doigt. Mais entendre ce qu'il avait à dire aussi. Il y a une anecdote folle encore une fois sur ce procès. Parce que en fait, attention, Falciparum commence à avoir des yeux globuleux lui aussi. Il est hyper narcissique. Oui. Il était hyper narcissique et il a énormément joué avec ça. Pendant qu'il était en prison, pendant l'année et demie qu'il était en prison, il a écrit des lettres à la presse. Il a raconté à qui voulait bien l'entendre qu'il était un héros, qu'il avait tué des nazis, que bien sûr tout ça c'était un complot, que ci et que ça. Il a sorti un livre. Depuis la prison ? Il a écrit un livre qu'il a édité à compte d'auteur et qu'il a fait sortir. Et on fait pas mieux aujourd'hui. Hein. Maintenant, les gars, ils ont des téléphones, tout ça. Voilà. Oui, mais l'accessibilité à ce genre de truc était différente, quoi. Après, avec un petit peu d'argent, tu peux faire à n'importe qui. Tu lui promets quelque chose et tu obtiens ce que tu veux, quoi. La capacité de mystification qu'il avait, je pense qu'il avait aucune difficulté à embobiner son monde et pour obtenir ce qu'il voulait. Hein. Bref, à mon avis, c'était pas une question de mystification en disant tu sais, j'ai plein d'argent maintenant. Si tu veux, je te file un billet et puis tu me fais passer ces lettres ou autre, quoi, tu vois. Ouais. Et il a écrit un livre qui traite des probabilités. Alors lui, il a jamais étudié les probabilités. Il a écrit ce livre-là en prison. Il l'a sorti à compte d'auteur. Et là où je trouve l'anecdote folle, c'est que pendant le procès, à chaque fois que Marcel Petiot était au contact ou pas loin du public, il y avait des gens qui voulaient lui faire dédicacer son livre. Mais non. Mais si. Putain, c'est pas possible ça. Bah oui. J'ai la signature du psychopathe. Bah complètement. Alors, il y a une autre anecdote folle, c'est qu'aujourd'hui, si vous tapez livre Marcel Petiot sur Internet, vous pouvez l'acheter sur Amazon. Hein. Il est encore en vente. C'est ça que tu es en train de dire. Ouais. En même temps, Mein Kampf est toujours en vente, hein, donc si tu veux, tu peux le lire encore. Donc, ouais. Alors le livre s'appelle Le hasard vaincu, et en fait, il raconte comment, il est censé raconter comment on gagne au jeu de hasard, en fait. La martingale et les différents jeux. Alors, a priori, je l'ai pas lu ce livre, mais je pense que j'essayerai un jour, si je le trouve, de regarder un petit peu, parce qu'en plus, j'aime beaucoup les maths. Ah bon ? Oui. C'est un autre de mes vices. Et pour le coup, ça part vraiment en live, en fait, dans ce livre-là. Ça ressemble à rien. C'est très décousu. Et d'ailleurs, à la fin, lui qui a toujours été jugé comme irresponsable, semi-fou, voire complètement fou, à la fin, il se pose la question de finalement, est-ce que ce livre-là n'est pas le livre écrit par un fou, en fait? Tu vois? Ça me fait penser à Shutter Island. Ouais. Tu sais, la fin. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il vaut mieux vivre en étant sain d'esprit ou... Non, est-ce qu'il vaut mieux mourir en étant sain d'esprit ou vivre en étant fou? C'est un truc comme ça, là, je sais plus exactement. Ouais. Et là, ça te fait... Ouais, c'est exactement la même chose, quoi. C'est mourir en homme libre ou vivre en tant que fou, un truc comme ça. Oui. Je crois que c'est ça.
c'est mourir en homme libre ou... Enfin, bon, bref. Donc, là aussi, une anecdote un peu géniale sur le procès, c'est qu'il a fait le spectacle. Et ce procès, il a la particularité que quand on regarde un petit peu, il est super mal fait. Goletti a pas du tout tenu le procès comme il faut. Déjà, Marcel Petiot arrive, faut l'imaginer, encadré par la police, les mains, les pieds menottés, tout ça. Il a exigé qu'on le libère, c'est-à-dire qu'on lui enlève ses chaînes et qu'il puisse naviguer tranquillement dans le box des accusés. Mais depuis quand les accusés décident? Eh ben, il a réussi à avoir ça. Putain. Voilà. Et d'ailleurs, je te montre une photo là sur le procès. Tu veux peut-être raconter un petit peu ce que tu vois, mais on y voit Marcel Petiot dans le box des accusés. Ah non, moi je vois pas Marcel Petiot, je vois un homme politique à sa rambarde qui est en train de regarder tout le monde et qui est prêt à faire son discours. Ouais. Alors, il faut imaginer que le box des accusés, c'est une sorte d'estrade en bois avec une... surélevée. Ouais, surélevée par rapport au reste de la salle. Et l'estrade en bois fait un carré comme ça dans lequel il est. Et la plupart des photos qu'on voit de lui, alors il faut imaginer un homme bien apprêté, costume 3 pièces. Ah oui, là c'est pas la même photo qu'il m'a montré au tout début où il a les yeux globuleux. Attitude très soignée. Bien rasé, bien coiffé, rasé de près, costard cravate. C'est ça. Et là, vraiment une attitude et avec sûre de lui. Ce coude posé sur la balustrade et qui harangue la foule, qui parle comme s'il était chez lui, qui limite petit sourire, tu sais, c'est mesdames. Ça. En fait, c'est lui qui dirige le procès, en fait, littéralement, quand on voit cette photo. Et cette photo, elle est folle aussi quand on la voit. Oui, c'est à cause des valises, c'est ça? À cause des valises. C'est un mur de valises, quoi. Ouais. Et ces valises. L'autre photo aussi, ça, c'est impressionnant, c'est un truc de fou, quoi. En fait, il faut imaginer que pour renforcer un petit peu le côté dramatique du procès, le juge a décidé d'exposer l'intégralité des valises qui ont été retrouvées dans la maison, juste à l'arrière du box des accusés. C'est-à-dire qu'en fait, quand on voit le box des accusés, on voit Petiot qui est dans sa petite cage en bois. Et juste derrière, oui, littéralement, un mur de valises représentant toutes les victimes qu'il a faites. Et ça donne il y a un côté graphique de cette photo qui est... Oui, puis alors les valises, c'est pas la petite valise, je pars en week-end 3 jours, c'est des grosses valises où tu ramènes ta vie, en fait. Ouais. Oui, il faut imaginer les valises en cuir, comme on voit dans les films, quoi, en fait, d'époque des années 40, quoi. Ouais, tout à fait. C'est énorme, quoi. Et moi, je trouve que ça renvoie aussi à ces images. Alors là, au moment où on enregistre l'épisode, on parle beaucoup de la libération du camp d'Auschwitz, parce que c'est l'anniversaire des 80 ans là. Ouais. Et moi, je trouve que cette image-là renvoie un peu à ces images qu'on a des camps nazis où il y avait une accumulation d'affaires personnelles des gens. Et c'est un drôle d'écho, je trouve, à cette histoire-là. Donc le procès est fou par rapport à tout ça. Et il est relativement mal tenu, je trouve, par Goletti, qui arrive avec un dossier qui est assez creux finalement. Oui, il n'y a aucune preuve tangible. Ouais, alors palpable. Quand ils arrivent au procès, ils ont un lieu du crime, ils ont des victimes qu'ils n'ont pas identifiées, en tout cas pas pour certaines. Ils n'ont pas de date de mort, ils n'ont pas de modus operandi, ils n'ont pas d'arme du crime, ils n'ont pas d'aveu non plus. Et fort heureusement, là aussi, il y a Marcel Petiot va les aider dans ce truc-là, puisque dès le début, en fait, il annonce sa couleur en disant « Oui, c'est moi le meurtrier. Mais ça n'a jamais été des juifs, c'est toujours des collabos. » Il continue sur sa lignée de résistance, quoi. D'ailleurs, c'est pas que 27 victimes que j'ai fait, c'est 63. Allez, bim. Alors, il commence le procès comme ça, donc il commence le procès par un aveu. Oui, j'ai tué 63 personnes. Bon, voilà. Comme ça... c'est si chaud. Mais bien entendu, comme c'était des nazis et comme c'était des collabos, je veux et j'exige que d'être libéré et d'être complètement
complètement jugé non coupable par rapport à tout ça. Et même peut-être d'être traité en héros. Voilà, le procès va essentiellement tourner autour de ça, sur comment il peut être réhabilité et pas comment ça s'est passé, dans quelles circonstances, qui, quoi, comment. Non. Ce qui fait que moi, je suis assez frustré sur l'étude de l'arme du crime, par exemple, ou du modus operandi. Parce que finalement, c'est pas bien comment il s'y est pris. Alors, il y a des rumeurs comme quoi il aurait procédé à des injections létales ou empoisonné. Et puis, il y a cette découverte de ce qui ressemble à une chambre à gaz, en fait. Oui. Cette petite pièce hermétique avec ce seau rempli d'acide sulfurique, ces petites pastilles de cyanure qui étaient à côté. Moi, j'ai une théorie. En étudiant un petit peu le dossier et la plausibilité des trucs. Je me dis qu'au départ, les premières victimes, ou en tout cas les victimes individuelles, c'était relativement facile de les traiter avec des injections. Ouais. Parce que sous prétexte, on va en Argentine, faut traiter ouais, tu peux faire des maladies tropicales. Tout à fait, ouais. Tu dis bon bah écoutez, voilà, il faut des vaccins, il faut que je fasse une prémédication. Je vous même prépare s'il n'y en avait pas autant que ça à l'époque. Mais... Et puis ça, c'est le côté très, j'allais dire, normatif. Tu vas chez le médecin, il te fait une injection, c'est pas choquant en fait. Tu vois, et puis un médecin qui te convainc de te faire telle ou telle injection. Moi, je ne veux pas réactiver tous les complotistes dans les commentaires. Hein. C'est pas ça, mais ça semblait logique et assez légitime. Bon. Oui, puis en général, c'est une époque où les médecins, les maîtres, les professeurs, c'était toutes des personnes, des notables qui étaient respectées. Alors, je dis pas que c'est plus le cas aujourd'hui. Hein, j'entends, voilà, c'est pas le cas. Mais ils avaient une parole qu'on ne contredisait pas, quoi. Là, pour le coup, c'était une parole patriarcale. C'est ça. Incarnée. Eux savaient. Vous saviez pas. Tout à fait. Donc à mon avis, c'est plutôt ça. Ça permettait relativement facilement d'immobiliser quelqu'un, quitte à derrière, une fois qu'il est endormi, une fois qu'il est semi-conscient, de les achever autrement, et après de disposer des corps. Après, est-ce que là aussi, c'est pareil sur les injections, on n'a aucune idée de est-ce que c'était plutôt des stupéfiants, des narcotiques, ou est-ce que c'était directement du cyanure de potassium. Ça se débat. Moi, je pense que c'était plutôt des narcotiques, parce qu'en fait, ça a toujours été son truc. D'accord. Depuis qu'il est devenu médecin, tu sais, il est tombé dedans, il a vendu des stupes, il a pris plaisir à rendre des gens accros pour qu'ils reviennent reconsommer, etc. Il y avait une grande maîtrise et une grande connaissance du mécanisme de fonctionnement de ce genre de drogue, et je pense que il était naturel qu'il se soit, en tout cas sur les premiers, je suis à peu près sûr que c'était le cas. Peut-être qu'après il s'est dit, il me faut un poison plus rapide et plus efficace et plus radical. Mais à mon avis, au minimum les premiers, ça a été des injections létales avec une surdose de morphine qui reste hyper efficace, puisque tu obtiens un coma calme assez rapide avec un arrêt respiratoire qui va dans la suite, et puis finalement un décès. C'est quand même vachement mieux que le gaz, parce que c'est moins douloureux, quoi. Ouais. Mais après, il a fallu augmenter la cadence. Ou alors, à mon avis, il y a eu un gap. Et pour revenir à la chambre... Il a pris goût à l'argent, facilement gagné, et il a voulu... toujours, de toute façon, c'est toujours plus. Hein. Tu as quelque chose, tu en veux encore plus, quoi. T'en as pas assez. À mon avis, il y a eu un moment où il a dû augmenter la cadence, soit en augmentant la fréquence, soit en traitant plusieurs personnes en même temps, et en particulier des familles. D'où la chambre à gaz. Voilà, et c'est peut-être à ce moment-là qu'il a réfléchi à une autre manière d'éliminer les gens. Après, il avait peut-être plus de demandes aussi de faire passer des gens, vu que les gens partaient, qu'il n'y avait plus aucune nouvelle, manifestement, il était efficace dans son boulot de faire passer des gens. Un petit business qui fonctionnait pas mal. Et en ça,
voilà, la chambre à gaz et le cyanure le potassium, le cyanure de potassium, pardon, et l'acide cyanhydrique, ça reste hyper efficace pour ça. Alors c'est pas pour rien que on est dans un podcast de true crime médical, donc on va se poser 2 minutes sur ce poison particulier qui est le cyanure, qui est un poison mythique quand même, hein. Ça fait partie des top poisons qu'on est capable de citer quand on parle des poisons et de redouter encore aujourd'hui. C'est pas pour rien, parce que ça marche très très bien le cyanure. Mais qu'il soit injecté en direct ou qu'il soit inhalé, globalement ça fonctionne de la même manière, et ça bloque au sein même des cellules ce qu'on appelle la respiration cellulaire. Ça inhibe ce qu'on appelle la chaîne respiratoire mitochondriale directement en inhibant un cytochrome qui s'appelle le cytochrome C-oxydase du complexe 4. Voilà. Là, globalement, on obtient dans toutes les cellules au même moment une hypoxie. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, les cellules s'arrêtent de fonctionner, s'arrêtent de respirer. Et ce, malgré le fait qu'il puisse y avoir ou non de l'oxygène dans le sang en quantité suffisante, en fait. C'est juste que ça ne peut plus fonctionner, et donc toutes les cellules se mettent à s'arrêter. Donc c'est un poison qui est extrêmement rapide d'usage et extrêmement toxique, puisqu'il a tout de suite une voie de pénétration énorme. Et donc globalement il y a trois manières qui fonctionnent, soit par inhalation, soit par injection, soit par ingestion. Par inhalation, il faut que ce soit de l'acide cyanhydrique, le cyanure gazeux, quoi. Là, il est très rapidement absorbé par les poumons, pénètre directement dans la circulation sanguine, et l'effet toxique est quasi immédiat, avec des symptômes qui apparaissent quelques secondes à quelques minutes après, directement une perte de conscience, une convulsion et un arrêt respiratoire et cardiaque. Classiquement, la mort survient très très rapidement. C'est pour ça, je pense qu'il a dû réfléchir à cette solution-là, parce que c'est en l'espace de quelques minutes, maximum 10 minutes, tout est fini, quoi. Mais moi, ce que je comprends pas, enfin, peut-être que ça a été dit, mais que tu l'as pas encore dit, c'est du coup, il n'y a aucune preuve. Ouais. D'accord. Ils sont pas hyper intéressés à la façon d'opérer. Ouais. Mais je veux dire, c'était pas compliqué pour les policiers ou le juge d'aller voir tous les pharmaciens de Paris et de savoir, est-ce que vous avez ce docteur-là qui vous a récupéré du cyanure, des choses comme ça, quoi. Mais ça faisait partie. En fait, je pense que ça, à l'époque, il y avait beaucoup de préparation magistrale qui se faisait. Il y avait beaucoup de possibilités de créer ses propres médicaments. Il y avait. Oui, mais il faut un matériel de base quand même pour faire. Je pense que le cyanure fait partie du matériel de base, hein. Ça fait partie du matériel de base, en fait, le cyanure, et comme la morphine, et en fait il y avait des. Non, mais il a dû en demander une certaine quantité, enfin. Et puis ça fait partie aussi des poisons que tu peux utiliser, par exemple pour la dératisation. Oui. Tu vois. Donc je pense qu'à cette époque-là, alors peut-être qu'aujourd'hui c'est un peu différent, et oui, c'est sans doute différent. Aujourd'hui, tu as moins de possibilités d'acheter du cyanure. Mais à l'époque, tu es médecin, il y a personne qui se pose la question de est-ce que tu peux acheter du cyanure, tu vois. Ok. Un peu plus tard, dans un autre épisode de Medicine City, on parlera probablement de l'affaire de la josacine empoisonnée, affaire plus récente, où là, on verra qu'il y a eu une traçabilité possible du cyanure. Mais oui, parce qu'aujourd'hui, les médicaments, ils sont... C'était une autre époque, quoi. Enfin, tout est tracé, quoi. On est obligé de tracer tout en tant que soignant. Ouais, tout à fait. Même les pharmacies, enfin, voilà, quoi, c'est... Tu fais pas n'importe quoi. En tout cas, quand on intoxique quelqu'un au cyanure, globalement, on est sur une quasi-certitude d'un empoisonnement mortel, avec une dose assez peu élevée sur les quantités. Alors, il existe des antidotes, il faut le savoir.
l'hydroxycobalamine, le thiosulfate de sodium ou les nitrites, par exemple. Il faut être rapide, là. Il faut être extrêmement rapide pour Il faut l'administration. être sur place au moment où ça se passe. Ouais, quoi. globalement, il faut quasiment être dans une réa quand tu ça. Ouais, on est sur ce niveau-là. Enfin, je veux dire, à un moment donné, si le patient a ça, je pense que les soignants l'ont aussi, quoi. Ouais. Sachant que tu as plus de chances de survivre si tu as une forme ingérée, parce qu'il y a un passage... disons que la prise en charge précoce dans la forme ingérée, on a 50 à 70% de décès seulement. Quand on a une forme inhalée, on a plus de 90% de décès. Ouais. Voilà. Bon, voilà. Je vous ai mis un peu plus en détail des petites fiches sur la respiration cellulaire, la respiration... sur l'effet du cyanure, sur les différentes dans nos collections de toxines ou pharmacines sur Patreon. Évidemment, à ne pas reproduire à la maison. Voilà, oui, mais c'est vraiment pour le côté pédagogique et comprendre un petit peu les mécanismes, parce que parfois on parle de poison comme ça sans en connaître vraiment les tenants et les aboutissants. Donc voilà, un peu frustré que le procès n'ait pas réussi à identifier vraiment ça, et que en fait c'était pas vraiment les débats en fait de comment t'as fait, pourquoi t'as fait ça. Et par contre le procès il a beaucoup tourné autour de la responsabilité ou l'irresponsabilité pénale de Petiot. Oui, mais me dis pas, il s'est fait passer pour irresponsable. Bah, pour le coup, à 17 ans, j'étais irresponsable. Exactement. Mais évidemment. En fait non. Il a raconté tout ça et il voulait pas forcément se faire passer pour irresponsable, tu vois, se faire entre guillemets pas condamner pour irresponsabilité, mais de dire parce que ça sous-entendrait qu'il l'a quand même fait. Voilà, c'est ça. Et puis surtout qu'il risquait d'être interné à vie dans un hôpital psychiatrique, tout ça. Donc en fait, il y a eu énormément de débats autour de ça. Et donc des experts psychiatres se sont posé la question au cours du procès et pour le coup l'ont déclaré responsable de ces actes et de ces crimes, bien qu'il souffre, je cite, de neurasthénie, de dépression et de mélancolie. Voilà. Alors c'est marrant parce que les diagnostics psychiatriques évoluent un petit peu au fil du temps. Hein, il est passé par beaucoup de diagnostics quand même. Oui. L'obusite, la kleptomanie, la neurasthénie, la dépression, l'énurésie nocturne. On a quand même un beau panel. Oui. Ouais, mais il y a beaucoup de psychiatres qui ont posé des choses. Bon, en tout cas, il le déclare responsable de ces actes. Et le procès, il peut gentiment continuer. Bon, bien sûr, on revient sur toutes ces péripéties. On évoque les cas de peut-être crimes qu'il a commis avant. En tout cas, les 2 homicides volontaires ou non volontaires qu'il aurait commis avant, dont on a parlé au premier épisode. Et lui... Petiot va exiger de son avocat, son avocat, c'est un avocat célèbre de la place de Paris de l'époque, Maître Floriot. Il va exiger que Floriot plaide une chose et une seule, c'est l'acquittement, pur et simple. Ah ouais, d'accord. Floriot doit se débrouiller pour ne demander que ça. Il ne doit pas chercher à minimiser la peine, il ne doit pas chercher à plaider l'irresponsabilité pénale. Non. Je suis innocent, point barre. Veut être simplement acquitté. Dire non, circuler, il n'y a plus rien à voir, on va continuer. Donc Floriot a la tâche un peu compliquée de faire ça. Voilà, la tâche très compliquée de le faire. Il va essayer de prendre sa défense d'autant plus compliquée que l'attitude est vraiment hyper désinvolte de Petiot. Alors il était très arrogant au départ, presque à gagner le cœur de la foule au départ. Parce que quand on commence à signer des autographes pendant son propre procès, alors qu'on a trucidé des dizaines de personnes, c'est quand même spécial. Ouais. Et en fait, tellement désinvolte et tellement sûr de lui que à un moment, il est décrit comme s'endormant pendant les discussions. Ouais, il a piqué un petit roux. Vraiment ? Oui, vraiment. Et pire, son avocat, pareil.
Bon, bref. C'est pas très éthique tout ça quand même. Non, c'est sûr. Et bon an, mal an, le procès... Il y a un irrespect des victimes, du coup... Enfin bon, selon lui, c'est des nazis, donc il n'y a pas besoin de les respecter, quoi. Tout à fait. Mais je pense il avait vraiment ce côté manque d'empathie et déconnexion complète avec le fonctionnement du monde qui fait que, en fait, il pouvait pas. Il était juste pas là, en fait. Si ça se trouve, à force de crier partout que c'était un tueur de nazis, il y a cru lui-même à ses propres mensonges. Tu sais, ça arrive, ce genre de choses. Bah oui, peut-être, ouais. Peut-être. Bon, on arrive au 4 avril 1946, date de la fin du procès, et l'avocat général a un réquisitoire qui est absolument lourd pour Petiot, extrêmement dur. Pendant 7 heures durant, il martèle... Combien de temps t'as dit ? 7 heures. 7 heures de... 7 heures de réquisitoire. C'est-à-dire que pendant 7 heures, l'avocat général explique pourquoi Petiot est un danger pour la société. Il y a besoin de 7 heures pour dire ça ? Bah, notre podcast, je pense qu'on va avoir 3 heures de... Oui, non, en mais... tout. Donc, ils avaient pas mal de choses. Donc, ils voulaient absolument convaincre le jury que Petiot était un danger. Je pense que les gens, ils sont convaincus déjà, là, derrière... derrière Spotify, il est... Il n'a pas besoin de 7 heures, quoi. Tout à fait. Bon. Donc, il finit son réquisitoire, Florio finit sa défense, et les jurés se retirent. Mm-hmm. Ils mettent 2h30. Ah, c'est beaucoup plus rapide, là. Ouais, ils mettent 2h30 à le reconnaître coupable de tous les chefs d'accusation, mais sur 23 des 27 victimes seulement. Ah. Il y en a 5 non reconnus. Manque de... Non, 4, pardon, excusez-moi. On n'est pas tous... Oui, c'est bon, c'est bon. Je t'offrirai le livre de Marcel Petiot sur les maths, si tu veux. Bah, apparemment, il faut pas. Hein. Ouais. Et on est... Je préfère que tu m'offres la méthode Beaucher. Et pour la lecture et pour les mathématiques. Il y a les chiffres aussi. Donc, il est reconnu coupable. Et la peine à laquelle il est condamné, c'est la peine capitale par décapitation, par guillotine. Donc là, on est le 4 avril 1946. Et l'exécution se fait le 25 mai 1946. Oui, 2 ans après sa découverte. Donc on est 2 ans après la découverte, mais à peine 1 mois et demi après le verdict. Hein. C'est rapide quand même. Hein. 4 avril, 25 mai, ça traînait pas comme on l'a vu après plusieurs dizaines d'années. Traîne dans les couloirs de la mort pendant... Il y a des anecdotes encore, parce que cette histoire serait pas une histoire s'il n'y avait pas encore une anecdote ou deux qui viennent sur ce moment-là. Quand l'avocat général Pierre Dupin lui a demandé s'il avait une dernière chose à déclarer, une dernière chose à reconnaître, à avouer ou autre, Petiot lui a répondu: je suis un voyageur qui emporte ses bagages. Ah, c'est ce que tu nous as dit. Ouais, à la fin de l'épisode 1, le cliffhanger. Je suis un voyageur qui emporte ses bagages. Il dira rien, quoi. C'est ça qu'il veut dire. C'est ça. Il laisse un petit suspense et qui pour une dernière fois veut mystifier son nom. Il abuse, quoi. Enfin, je veux dire, il va mourir. Qu'est-ce que... Il n'a plus rien à perdre. Et alors, ce qui est assez il veut que les gens, jusqu'à la fin des temps, ils aient un doute. Oui, mais peut-être que c'était un tueur de nazis. Ouais. Et qu'en 2025, peut-être que 2 podcasteurs se reposent sur son cas en se disant est-ce que c'était un réel tueur de nazis ou pas? Moi, j'ai ma petite idée quand même sur le fait que ça soit un tueur de juifs. Moi, j'ai une bonne intime conviction que c'était aussi le cas. Et en fait, cette évocation des bagages et du voyageur qui emporte ses bagages, ça rappelle en écho la déclaration que Landru avait fait au moment de son exécution à lui, et quand on lui demandait s'il souhaitait avouer d'autres crimes, et qui disait en fait, ceci est mon petit bagage. C'était peut-être un fan de Landru. Hein. Alors, j'ai pas trouvé de source là-dessus, figure-toi, sur le fait qu'il avait,
des posters de Landru dans sa chambre quand il était petit. Il y avait peut-être une dédicace aussi. Tu sais, quand il était petit garçon, à 11 ans, quand il amenait des photos pornographiques à ses camarades de classe. Oh oui, mon Dieu, quelle horreur. Il aurait très bien pu avoir le poster de Landru au-dessus de sa chambre. Peut-être que ça a tout Mais créé ils ont à des ce moment-là. maîtres. Ouais. Ces gens-là, en général, ils sont... Ah bah non, parce que Landru, il n'avait pas tué à ce moment-là. Non, à 11 ans, il ne pouvait pas encore. Ah Parce oui. que Landru, c'est la Première Guerre mondiale. Oui, et fait. voilà. Par contre, quand il devait y en avoir d'autres, va. Quand il a commencé sa carrière de médecin à Villeneuve-sur-Yonne, là, pour le coup, l'affaire Landru avait éclaté et était connue. Donc, en fait, il a mûri avec cette idée-là, finalement. Peut-être que ça avait été mis dans les journaux, hein, sa phrase. Ça m'étonnerait vraiment pas qu'il l'ait fait exprès. C'était vraiment un tordu, hein, sur... Et en fait, une autre anecdote sur son exécution, c'est que il a demandé à son avocat, il a dit à son avocat, ne regardez pas, ça ne sera pas beau. Je veux juste que vous gardiez une belle image de moi. Et alors, il a regardé ou pas? Je ne sais pas s'il a regardé, mais il a quand même eu cette dernière parole-là de se dire... L'avocat, il a continué sa carrière, j'imagine. Ça va pas être beau, quoi. Ah oui, l'avocat a continué sa carrière. Il aurait pu le dire. Ouais. Mais effectivement, c'est des petits trucs comme ça qui font que même pour son exécution, il a laissé des petites anecdotes. Et cette anecdote que je racontais tout au début de la première partie, que les témoins de la scène ont dit qu'il est monté avec ce sourire démoniaque, et que ce sourire lui a survécu une fois que la tête était tombée, avait roulé dans le panier, quoi. Et les légendes. Ouais, ce qui fait effectivement cette petite légende là. Voilà, donc c'était l'histoire de Marcel Petiot et de ses crimes et de son parcours criminel qui est à mon sens bizarrement peu connu. Il mériterait un bon film ouais. À l'américaine. Il y a de quoi faire un super film avec un bel antagoniste, tu vois. Alors, bien sûr, quand on a commencé à discuter de la création de ce podcast-là, nous qui étudions les crimes médicaux et puis ce qui gravite autour de la scène sanitaire et des acteurs qui y sont, c'est sûr qu'il fait partie de nos top 10, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il apparaît très tôt dans nos épisodes. Mais oui, effectivement, je trouvais que... Et d'ailleurs, moi-même, j'ai pendant un petit moment confondu Landru et lui. Ah oui? Ouais. En fait, dans mon esprit, c'était quasiment le même personnage, parce qu'en fait, comme il partage le fait d'avoir éliminé ses victimes en les brûlant dans un... Landru, c'était dans son petit poêle dans la cuisine, et puis lui dans sa cave. J'avais fait un petit peu l'amalgame. Et en fait, en décortiquant l'histoire, je me suis dit, ah ben non, c'est un personnage complètement différent. Puis en plus, l'histoire, elle est... alors, l'histoire de Landru est folle aussi, mais la Petiot, ça vaut vraiment son pesant d'or, quoi, sur le raconter. Après, il y a eu un film oui, il y a sur eu, Petiot qui n'est pas du tout connu, mais enfin, il y a eu un peut-être film connu d'un certain cercle, mais... Ouais, en 1990, il y a eu un film avec... qui a été réalisé par Christian de Challonge, et avec Serrault en acteur principal qui joue Petiot. Et du coup, comment il s'appelle le film? Docteur Petiot. Okay. Tout simplement Docteur Petiot. Et qui retrace le... et on a dit qu'il fallait Petiot. Faut qu'on le regarde. Ouais. Si on le regarde un jour, on vous fera un épisode bonus, et puis on discutera de ce qu'on en a pensé, de ce qu'on peut vous en dire, quoi. Il y a peut-être un truc qu'on n'a pas évoqué encore. Elle est devenue quoi, Georgette? Ils sont devenus quoi, Maurice? Oui, dis donc. Le couple Neuhausen. La famille. Maurice. Qu'est devenu l'argent? Ouais. Parce que là, bon, Marcel n'est plus. C'est vrai qu'il a entassé un sacré paquet d'argent, du coup. Mais à un moment, on les a laissés en prison, eux. Parce qu'à 25 000 par tête de pipe, ça fait beaucoup d'argent quand même. Ouais. Eh bien, figure-toi que Georgette, Maurice et le couple Neuhausen ont bénéficié d'une ordonnance de non-lieu par le juge Goletti,
considérant qu'en fait ils n'étaient pas impliqués dans l'affaire, qu'il n'avait pas suffisamment de preuves. Alors Ça se passerait tellement plus comme ça, quoi. Ouais, et puis après, bon, comme je te disais, pendant le procès, Goletti, il a eu quand même un dossier un peu troué déjà pour Marcel Petiot. Clairement, il n'avait pas les éléments pour les autres. Vraiment. Lui, il voulait juste faire tomber Petiot. Donc il a dit bon, les autres, je vais pas m'en charger. Donc ordonnance de non-lieu, libération, et ils vécurent heureux longtemps. Ils eurent beaucoup d'enfants. Ne me dis pas qu'ils ont bougé en Argentine. Eh ben, figure-toi que si. En tout cas pour Georgette et son fils. Alors c'est le paradis des méchants, quoi, ou quoi, l'Argentine à cette époque-là. Ils ont attendu un petit peu que l'affaire se tasse. Disons qu'en 1948, il y a encore des traces de Georgette en France, où elle est, je crois, employée en boulangerie ou quelque chose comme ça. Et fin des années 40, probablement début des années 50, ils décollent, direction l'Argentine, où ils s'établissent de façon définitive. D'accord. Et le fils de Petiot, Gérard Petiot. Alors, là aussi, j'ai une petite anecdote que je trouve un peu folle. Certains disent qu'il se serait fait rebaptiser Gerhardt, arrivé en Argentine. Gerhardt ? Ouais, la version allemande de Gérard. Ouais. Voilà. Bon, faut dire que dans les années 50, l'allemand devait être à la mode en Argentine. Après, ils ont été vachement aidés par le gouvernement argentin. Hein. Possible. Donc, bon, bref, Gérard Petiot, le fils de Marcel, est mort il n'y a pas si longtemps que ça. Il est mort en 2011. Il aurait pu prendre Brandon, tu vois. Ouais, et il a pris Gerhardt, quoi. Voilà, mais il a peut-être voulu marquer son propre avis. Tout à fait. À l'âge de 83 ans, il est mort, le fils de... Tu as dit en quelle année ? En 2011. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 14 ans. Ouais, c'est assez récent. Donc il a vécu longtemps. Et bien. Alors. Du coup, on sait la quantité à peu près d'argent. Ce que ça représentait d'argent, parce que ça vaut plus la même chose aujourd'hui, quoi. Il y a des estimations qui sont faites et qui voudraient qu'aujourd'hui, à valeur corrigée de l'argent, tu sais, ça vaudrait 50 millions à peu près d'euros d'aujourd'hui. 50 millions. Ouais. L'ensemble des œuvres criminelles de Marcel Petiot, ça serait aux alentours de 50 millions. C'est pas mal. Ouais. C'est de quoi te faire une bonne petite retraite. Voilà. Et ces 50 millions n'ont jamais été retrouvés en France. Oui. Ils n'ont pas été retrouvés en Argentine non plus, mais voilà. Ils ont dû bien vivre là-bas, dis donc. C'est pour ça que je disais un peu plus tôt dans le premier épisode que j'ai un peu de difficulté avec le personnage de Georgette Petiot. Oui, je comprends mieux, ouais. Parce que même si, à mon avis, elle n'a jamais participé au crime ou qu'elle n'a jamais été ni les mains ni la tête de ces crimes-là, elle en a quand même bénéficié. Oui. Peut-être indirectement, mais elle n'a pas trop regardé. Après, elle s'était mariée avec un notable et peut-être qu'elle se doutait, quoi. Ouais, quand ils ont convolé. Fortement. Ouais, quand ils ont convolé, il était déjà établi, riche à Villeneuve-sur-Yonne et elle l'avait choisi, j'allais dire, en toute connaissance de cause. Alors, oui, puis il y avait déjà eu cette histoire avec Louise, ouais, qui était connue. Donc, mais il y a quand même un côté, je n'ai pas trop posé de questions et ça l'arrangeait bien pas vu, pas pris, quoi. Cette fortune magique là qui est tombée. Bon, voilà. Mais c'est chaud, hein, cette affaire quand même, là. Hein. Mais donc, on n'a jamais retrouvé l'argent. Et tout le monde a été libéré, sauf Petiot qui a été exécuté. Drôle d'affaire, mais affaire, moi, que j'ai trouvé passionnante à étudier, à écrire. Et Georgette, pardon, ouais. Elle a fait des déclarations sur... Elle le croyait... elle a toujours dit qu'il était innocent et que c'était un tueur de nazis. Un sauveur, quelqu'un qui était plutôt du côté du bien, en fait. Effectivement, tueur de nazis, collabo, et que la justice s'était trompée, et que elle a toujours eu cette comment s'appelle, cette version-là des faits, en fait. Elle n'a jamais dérogé. Voilà. Écoute, c'était une
alors pas une belle histoire parce qu'on peut pas dire que c'est beau, mais c'était assez incroyable quand même cette histoire d'une personne qui est pas hyper connue alors que il a commis des atrocités. Alors c'est loin d'être le pire cas qu'on va traiter au niveau du nombre de victimes. Ouais, non, mais on est d'accord, mais il n'empêche que ça n'en reste pas moins. Enfin, de toute façon, dès un meurtre, c'est horrible, hein. Mais la façon dont ça a été fait, le fait de profiter du contexte de guerre, enfin et d'exploiter ses d'exploiter connaissances pour de l'argent en plus, quoi. Ouais. C'est horrible, quoi. Là, vraiment, c'est vraiment... Enfin, il n'y a rien qui change, c'est toujours pareil aujourd'hui, quoi. Les gens font tout pour l'argent, quoi. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Littéralement, parfois... Je suis sûre que tu regardes 100 ans encore avant, bah, c'est pareil, quoi. Quand on dit que les gens pourraient tuer père et mère, bah, il y en a certains qui l'ont fait. Ben ouais, c'est horrible. Ouais. Bon. Quelle note positive. On a mis sur le Patreon donc des petits bonus supplémentaires. Vous retrouvez nos différents épisodes sur les différentes plateformes d'écoute habituelles. Donc il y a le Smart Link chez Ocha qui renvoie vers Spotify, vers YouTube, vers Apple Podcast, vers voilà, toutes les plateformes habituelles. TV. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, Facebook, TikTok. On est Medicine City Podcast. Et prochain épisode, on se voit dans une quinzaine de jours environ. Ouais. Et nous allons, je vous donne toujours un petit indice sur ça, nous allons reparler d'une petite poudre blanche mortelle. Alors ça va pas être un pattern, une histoire de poudre blanche à chaque fois, hein, mais là il se trouve que on va reparler d'une petite poudre blanche mortelle et qui va avoir un impact sur le dentifrice Signal à l'autre bout de la planète, un impact indirect, vous allez voir. Je vais vous expliquer pourquoi. Et encore un petit scandale là. Ouais, là pour le coup on va être sur du scandale sanitaire et malheureusement... On en a pas mal au niveau de la santé. Et malheureusement, pour le coup, plus de victimes que Marcel Petiot. Ouais. Le prochain épisode, donc dans 15 jours. Quelque chose à rajouter? Non, j'espère que les auditeurs ont été satisfaits de cette histoire, pas trop dégoûtés. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont fait des retours jusque-là. On a eu des retours sympas sur notre premier épisode. On est conscient des petits problèmes techniques et on essaye de les corriger au fur et à mesure sur l'enregistrement, sur la manière de parler, sur la manière de gérer les sons, etc. Ouais. Donc on essaye de faire au mieux et donc merci beaucoup pour vos retours. Abonnez-vous à nos plateformes. N'hésitez pas surtout à faire des commentaires aussi via les réseaux, à les écrire si vous le souhaitez, à nous faire de la publicité aussi, hein, si vous pensez que ça peut être intéressant pour des gens que vous connaissez. Et voilà, et si j'avais eu une idée, enfin, quand j'ai eu un peu le déroulé, je me disais que ce qui serait intéressant à savoir aussi, si vous avez pour nos futurs ou nos auditeurs parisiens, d'aller voir rue Côte-Martin, c'est ça ? Comartin et rue Comartin. Est-ce qu'il n'y a pas cet immeuble Ah oui, la petite plaque devant ici. Il y a la petite plaque. Est-ce qu'il y a une plaque déjà, petit 1 et petit 2 ? Est-ce qu'il y a toujours dans ce genre d'immeuble où il y a eu des massacres un peu en masse ou des familles tuées, des choses comme ça, où il y a toujours le parquet qui grince, tu vois, des histoires un petit peu fantomatiques comme ça, un peu spirituelles. Ça serait intéressant à savoir s'il y a ce genre de truc. Donc si vous avez notion de ça, vous pouvez nous en parler. Envoyez-nous vos plus beaux selfies devant le 21 rue Le Sueur. Non. Ça fait un peu voyeurisme quand même là. Bah écoute. Mais ouais, voilà, si vous avez des histoires un petit peu comme ça, ça peut être sympa à écouter. Voilà, si vous avez des notions. Si vous avez rencontré
Gérard Petiot en Argentine, aussi. et que vous avez des anecdotes de partage un petit barbecue au feu de bois, où il nous parlait de son père, tout ça. Bon, Facile par homme, il est 23h. Ouais, il faut On va vous laisser. Faut qu'on arrête là. À tous, on vous souhaite une bonne soirée, une bonne écoute. En espérant que l'écoute a été bonne, et puis on vous dit à bientôt sur Medicine City. Et méfiez-vous des ruelles sombres. Bye bye.